Monsieur Claude D'Almeida, bonjour. Madame Ransou, bonjour. Alors, vous êtes consultant en économie, Oui. béninois de nationalité. Merci de nous recevoir pour cet entretien. Merci beaucoup, madame. Le constat en Afrique de l'Ouest et au-delà dans toute l'Afrique, c'est que malgré toutes les richesses dont nous disposons, l'économie africaine peine à décoller. À votre avis, qu'est-ce qui bloque? Vous prenez pour richesse des choses enfouies dans le sol. Ou... Non, ce n'est pas une richesse. Si vous avez du pétrole qui est enfoui dans le sol au cas du Bénin, ce n'est pas une richesse. Si vous avez de l'or qui est enfoui dans les montagnes de Perma, etc., ce n'est pas une richesse. Si vous avez du fer qui est dans les régions donc, de Pobès, Akété et tout ça là, ce n'est pas une richesse. Alors vous croyez que vous êtes riche, mais vous êtes riche que de ce que vous avez sorti pour le vendre. Mais quand vous prenez par exemple le cas du Niger. Le Niger est en train d'exploiter ces fameuses richesses. Exactement, mais la croissance économique au Niger n'est pas à la hauteur de ce travail qui s'abat. Ça viendra, ça viendra. Vous savez qu'il y a au plan mondial une difficulté. L'uranium n'est plus une matière aussi prisée qu'avant. Donc au moment... N'empêche que ça demeure quand même une richesse. Oui, ça demeure une richesse parce qu'elle est exploitée, parce que mise en branle et achetée par des puissances étrangères. Tant que c'est exploité, mis en branle, c'est une richesse. Mais si c'est dans le sous-sol, moi, je ne considère pas que ce soit une richesse. Mais qu'est-ce qui empêche l'exploitation? Ce sont nos idées préconçues. Nous refusons que ceux qui peuvent exploiter ces choses-là viennent les exploiter. Nous croyons pouvoir le faire par nous-mêmes et nous ne le faisons pas, nous n'y arrivons pas. Au finish, l'Afrique, qu'est-ce qu'elle doit faire pour amorcer finalement son décollage? Il faut qu'elle fasse ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire faire confiance à l'initiative privée. Et accompagner l'initiative privée pour que des gens qui veulent investir leurs capitaux viennent chez nous, investissent leurs capitaux, gagnent de l'argent. S'ils ne peuvent pas gagner de l'argent, alors vos richesses ne seront pas transformées en richesses véritables. Mais il faut aussi que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Partenariat gagnant-gagnant, oui. Vous y gagnerez toujours quelque chose. De toutes les façons, à partir du moment où vous avez commencé à exploiter ces richesses-là, vous pouvez toujours, petit à petit, réclamer une part plus importante. C'est ce que le Niger vient de faire avec l'uranium. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand le président Hollande est arrivé au pouvoir, il a soutenu le point de vue du Niger en disant « Oui, nous devons modifier le rapport économique sur l'uranium. Oui, le Niger a raison de réclamer plus. » Oui, mais laissez d'abord les choses sortir de terre. Vous les Béninois, vous ne voulez même pas laisser quelqu'un essayer quelque chose. En attendant peut-être cette option que vous préconisez, le Bénin mise sur la table ronde de Paris. Des milliards et des milliards ont été évoqués. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce réellement une solution pour booster l'économie béninoise? Bon, moi je n'en pense que du bien. Tout ce qui peut être fait pour que des partenariats se créent et que les potentiels miniers, routiers, etc., que nous avons soient transformés en véritable richesse, pour moi, c'est une bonne chose. Donc, vraiment, essayons d'être très, très positifs et d'aider le gouvernement, quel qu'il soit, à gagner des partenaires, à apporter des ressources dans notre pays pour que les choses se transforment. Alors, quand il y a des gens qui disent « Oui, bon, voilà, la table ronde n'a rien donné », moi je dis « Mais ça a donné, ça va donner ». Parce que c'est à long terme. Et donc, c'est à long terme. Ça a au moins le mérite d'exister,
n'est-ce pas, et aidons notre gouvernement à faire cela et à aller de l'avant sur ces questions-là. Alors Claude Almeida, vous avez longuement évoqué le cas du Niger, le cas du Bénin. Prenons encore l'exemple d'autres pays comme par exemple la Centrafrique. Avec les conflits qui secouent ce pays aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir? La Centrafrique, vraiment, c'est un drame. C'est un vrai drame au cœur de l'Afrique. Vous savez, la Centrafrique, c'est le diamant. Mais en dehors du diamant, vous avez toutes les autres matières premières. Quand on dit diamant, là, le pétrole n'est pas loin. L'or n'est pas loin. Donc, c'est un scandale de la nature. La Centrafrique et le Congo, la région du président Mobutu Sese Seko Kuku-Gbendu Wazabanga, pour citer le nom en entier, cette région-là, Gbadolite et tout, le diamant à fleurs, à fleurs. Presque à la limite, vous pouvez vous baisser et ramasser. Oui, le diamant, pour le moment, c'est l'une des pierres les plus prisées au monde. Alors, donc aujourd'hui, vous avez des combats fratricides dans ces régions-là. C'est dommage pour l'Afrique. C'est vraiment un drame. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est un drame et il faut qu'on trouve le moyen d'arrêter ça. Bon, les autorités qui nous gouvernent ont essayé d'installer là-bas des forces pour calmer les choses, mais ça fait si longtemps que ça dure que... Alors, est-ce qu'on va aller vers une partition comme au Soudan? Je ne suis pas loin de le penser. Ce qui se passe au Nigeria, c'est ça. Ce qui se passe au Niger, c'est ça. Au Mali, c'est ça. En Mauritanie, c'est ça. En Algérie, c'est ça. Et finalement, ce sont les populations qui payent le lourd tribut de ces conflits-là. Toujours. Partout. Et à tout ça, il faut ajouter maintenant l'épidémie d'Ebola. Vous êtes inquiet? Ebola est inquiétant. Ebola est quelque chose de très inquiétant parce que, écoutez, la plupart des gens qui attrapent le virus meurent, en tout cas en Afrique. Peut-être pas en Europe et aux États-Unis, mais quand... Quand il y a eu des morts, hein, il y a eu des morts même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Mais ce sont des morts africaines, ne l'oublions pas. Bien sûr. Hein? Mais disons que les Européens qui ont attrapé, on s'est battu pour qu'ils n'en meurent pas. Ce qui signifie qu'il y a bien un remède. Il y a bien un remède parce que plusieurs personnes, et aux États-Unis et en Europe, ont attrapé ce virus-là et n'en sont pas morts. Même en Afrique, on a eu des cas de... Quelques rares cas, nous a-t-on dit. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous avez peur pour l'économie africaine? Avec la fermeture des frontières? Bon, écoutez, l'Afrique ne commerce pas grandement avec l'Afrique, donc ce n'est pas ces crises-là qui vont déranger énormément l'économie africaine. Hein, l'Afrique commerce avec l'Europe, commerce avec les États-Unis. Le constat quand même dans plusieurs pays, c'est que l'économie est au ralenti, les populations se terrent chez elles et les marchés sont pratiquement vides. Les commerçants viennent le matin, rentrent le soir sans rien pouvoir vendre. Il y a quelques pays où vous avez ça, vous avez 2 ou 3 pays dans le cas. Vous avez la Guinée, vous avez la Sierra Leone et le Libéria. Ce sont les 3 principaux pays où vous avez ça. Mais sinon, si vous allez au marché d'Antokwa, vous n'allez pas constater que... Parce qu'il n'y a pas d'Ebola au Bénin. Bon, ça, c'est difficile à dire. Bon, pour le moment, nous n'en avons pas et nous rendons grâce à Dieu. Mais je veux dire simplement que l'Ebola n'arrêtera pas le commerce entre les populations ni l'activité économique dans un pays. Même s'il faut mourir, on fera le commerce. On ira vendre et acheter. Mais voilà, Ebola n'arrêtera rien. Ebola n'arrêtera pas les exploitations de minerais.
Parce que l'Europe aujourd'hui investit beaucoup plus dans l'exploitation de minerais que dans autre chose. L'Ebola ne va pas empêcher une machine de tourner, de ramasser les pépites d'or, de diamants, le pétrole, etc. Donc je ne crois pas. Autrement dit, l'avenir n'est pas sombre, hein? Non, pas à cause d'Ebola. Pas à cause d'Ebola, mais à cause d'une crise qui tarde à être résolue en Europe, aux États-Unis. OK? Ce sont vos acheteurs. L'Europe, les États-Unis achètent en Afrique. Donc si ces pays-là sont en crise, ça veut dire qu'ils achètent moins. En conséquence, vous-même, vous allez forcément subir la crise. Et d'un autre côté, s'ils sont en crise, ils vous donnent moins de ressources en termes d'aide. Et donc, là aussi, tous les programmes que vous aviez mis en branle vont s'arrêter presque. Mais n'est-il pas temps que l'Afrique aussi s'autosuffise pour développer à elle seule ses programmes? Aucun pays. Continue à attendre l'aide pour développer des programmes en Afrique? Aucun pays ne s'autosuffit. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni, etc. Mais ces pays-là sont moins perfusés que ceux de l'Afrique. Mais ils le sont. Et ils le sont puissamment par les marchés. Bien que la Chine soit un continent, bien que les États-Unis soient un continent, etc., personne n'est autosuffisant. On va chercher la matière première. Il y a toujours quelque chose qui vous manque et que vous allez chercher quelque part d'autre. Mais on a de plus en plus l'impression que c'est tout qui manque en Afrique. Ce qui nous manque, c'est plutôt l'intellect. C'est plutôt la capacité de nos élites à concevoir des programmes simples, mais qui puissent réellement permettre au pays d'aller de l'avant. C'est cela, à mon sens, c'est cela qui nous manque. C'est pas la matière première. Alors pour conclure cet entretien, Claude Almeida. Construisons moins de bâtiments, construisons plus de filières agricoles, de transport, d'industrie, etc., etc. Mais essayons de faire des choses qui donnent du travail à un grand nombre. Il faut du temps pour réaliser la moindre chose. Et ce temps-là, malheureusement, nous ne l'avons pas toujours. Mais je reste convaincu qu'un jour ou l'autre, nous allons penser à tout ça là pour redéfinir, par exemple, nos mandats électoraux. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Claude Almeida. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Ce fut un plaisir. Merci. Grand merci, grand merci.